Bonjour, mon nom est Dominique Boily et bienvenue à l'info spéciale philosophie. On est rendu à notre deuxième émission, puis on a quelque chose de vraiment très intéressant, fascinant à vous expliquer, à vous exprimer. J'ai dit le mot philosophie, restez avec nous autres, même si on peut penser que ça peut être un peu surprenant tout ça. On a quelqu'un d'important, de significatif. Je vous l'ai déjà présenté, mais il est avec nous aujourd'hui, Monsieur Jacques Sénécal. Bonjour, Monsieur Sénécal. Merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Et on a un menu intéressant aujourd'hui en lien avec la philosophie. C'est pas nécessairement quelque chose que je me souvenais de mes cours de philosophie, mais qui a une incidence sur ce qu'on pense maintenant. C'est-à-dire que le thème d'aujourd'hui en lien avec la philosophie, c'est l'origine, donc du choc des idées. Bon, le choc des idées de qui, de quoi, de quelle entité, c'est ce qu'on va aussi vous exprimer tout à l'heure. Mais juste avant, parce que moi, j'ai rencontré, pour préparer les entrevues, M. Sénécal, juste avant, et vous m'avez dit, à moins que je me trompe, que vous avez déjà donné des cours à Hong Kong. Oui, oui. Expliquez-moi ça, comment ça s'est passé dans votre vie, parce que vous allez comprendre pourquoi je parle de Hong Kong, là, dans le choc des idées. J'ai enseigné à Hong Kong, qui faisait partie à ce moment-là, qui était un protectorat britannique, mais qui est quand même collé sur la Chine. Puis d'ailleurs, Hong Kong, c'est des Chinois qui sont là, c'est des Chinois du Sud, des Cantonais, on parle de Cantonais. Et j'ai remarqué beaucoup de choses quand je suis allé à Hong Kong. Ça ressemblait à nous autres ou pas? Ça ressemble à nous autres, mais il y a des cérémonies qui sont particulières que je ne comprenais pas. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple pour un moment avant de commencer vraiment, c'est que de temps en temps dans l'année, mais ça arrive plusieurs fois, je suis allé à une de ces cérémonies-là. Ça s'appelle la cérémonie, c'est une cérémonie qui célèbre les ancêtres. Oh. Puis, dans cette cérémonie-là, il faut qu'il y ait au moins 5 types de générations, 5 de générations. Mais ils ne sont pas toujours là. Il y en a qui sont morts. Oh, oui. Mais on fait comme s'ils étaient là. Oh. Alors, pour eux autres, cette cérémonie-là, c'est très important. C'est une cérémonie typique confucéenne. Okay. Qui nous vient de Confucius. Oui. Confucius tenait à ce que la famille soit une extension d'un petit État, d'une communauté. Même dans la vie d'après. Oui, okay. De sorte que moi, personnellement, l'individu que je suis, je dois faire partie de la famille. Et je fais partie d'une famille qui a plusieurs générations. Et cette famille qui a plusieurs générations fait partie d'une communauté encore plus grande. Et cette communauté-là fait partie d'un État. Donc, mon identité, l'identité des gens qui ont été là avant moi, oui. Mais qui relèvent de ma génétique un peu. Ça. Là. Et ensuite, ben, j'ai été aussi, puis ma famille a été une entité à travers un autre spectre qui est la société. C'est ça, mais relié à cette entité plus grande. Alors ça m'a frappé. Puis ça m'a frappé au point tel que par la suite, j'ai voulu justement chercher ce que c'était que la philosophie, que les sagesses orientales. On parle souvent des sagesses orientales. Puis il faut remonter loin. Puis là, j'ai remarqué, excusez-moi, j'ai remarqué que en l'an 500 avant Jésus-Christ, il y avait 3 sages chinois, enfin orientaux, parce qu'ils ne sont pas tous chinois, qui se sont rencontrés. Mais en même temps, en l'an 500 avant Jésus-Christ, il y a 3 philosophes occidentaux, grecs, qui, eux, ne se sont pas rencontrés, mais qui ont été extrêmement importants. Alors, je vais vous les présenter tout de suite. Du côté des Grecs, il y a eu Pythagore. Tout le monde connaît Pythagore, les mathématiques. En tout cas, le théorème, exactement. Les théorèmes de Pythagore. Pythagore a quand même été le premier à faire la gamme musicale qu'on connaît. Pythagore aussi a été le premier à nous dire que l'être humain était composé d'une âme et d'un corps et que cette âme-là pouvait transmigrer, aller ailleurs. Il y avait ensuite Héraclite qui lui disait que tout était en changement, tout était mouvement, que même les choses
qui semble les plus stables changent. Puis il y avait en même temps, Parménide, qui est moins connu, qui lui disait « tout est stable ». Ce qui nous apparaît comme changeant, c'est superficiel. Dans le fond de chaque chose, il y a quelque chose qui est stable. La preuve, nous dit-il, que quelque chose est stable, c'est qu'on peut la définir. Si on définit l'être humain, c'est un animal raisonnable, c'est parce qu'il y a une essence. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne change pas. Donc, il y a toujours quelque chose de stable dans toute réalité. Ça, c'est Parménide. Alors, Parménide défend la stabilité. L'autre nous... Héraclite dit le contraire. Tout est changeant. Puis Pythagore, qui nous parle, lui, de l'homme qui est composé d'un corps et d'une âme. Excusez-moi, monsieur, dans ma réflexion, est-ce que ces trois-là se sont déjà rencontrés? Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais ils ont émis des opinions. Ils ont émis des opinions. Mais qu'est-ce qui les relie, ces trois-là? Et leurs disciples se sont confrontés. OK. Puis, ces trois-là sont importants parce que Héraclite, qui dit que tout est changement, a eu de l'influence, mais jamais comme Parménide, qui lui affirmait que tout était stable, et Pythagore, que l'homme était divisé en deux, corps et âme. Ça, c'est des théories qui faisaient plus sens. Ils vont avoir de l'influence, ces trois-là. Okay, ces trois-là vont avoir de l'influence. Maintenant, en même temps, dans le monde oriental, il y avait Lao Tzu, qui était à l'origine du taoïsme. Lao Tzu, qui était plus âgé que Confucius. Confucius a rencontré Lao Tzu. Confucius, il est connu lui aussi. Il est le fondateur du confucianisme. Oui. On pourra en parler davantage s'il le faut. Puis il y avait aussi, un peu plus loin, paraît-il que Lao Tzu l'a rencontré, mais c'est du bavardage, ça fait partie de la légende, qui a rencontré Siddhartha Gautama, qui va donner le Bouddha. Oui. Qui est le fondateur du bouddhisme. Oui. Alors, il y a le bouddhisme, le confucianisme, puis le taoïsme. Trois sagesses orientales qui sont encore vivantes. Il y a même des pays qui sont hindouistes, il y a des pays qui sont confucianistes, puis il y a des pays qui sont taoïstes. Enfin, avec des régions, nuances, là. avec des nuances. Avec des nuances, bien entendu. Mais ces sagesses-là sont restées orientales et ils ont eu beaucoup d'influence. Je nous arrête quelques instants, Oui. parce que là, vous parlez de l'Orient puis de l'Occident. Exact. C'est quoi l'Orient et l'Occident? Juste pour être sûr de ce qu'on raconte. C'est bon à savoir, Oui. c'est bon à dire aussi. L'Occident, c'est l'Europe, C'est l'Amérique. surtout l'Europe, la Grèce. Oui. On peut même dire que l'Orient commence avec la Perse, qui est le nord de l'Inde, à peu près, qui touche à l'Inde, au Pakistan. Commence le monde oriental. Mais de ce côté ici, je mets de côté l'Amérique et je mets de côté l'Afrique, puisque ce sont été des pays qui ont été colonisés par les Européens. Alors, quand je parle des philosophies occidentales, je parle en fait des philosophies européennes, grecques, latines, françaises, allemandes, anglaises, ainsi de suite. Et qui, éventuellement, pourra le voir, mais nous ont un peu influencés, assurément. Oui, ils ont influencé. Oui. Alors, je vais donner des exemples d'influence. Parfait. Par exemple, je disais tout à l'heure que Parménide qui défendait la stabilité, a eu beaucoup d'influence. Particulièrement dans notre manière d'inventer une référence, une transcendance qui ne change pas, qui s'appelle Dieu. Okay. Dieu est immortel, Dieu a toujours été comme ça, a toujours été ainsi. Dieu est la stabilité parfaite. Dieu, c'est la perfection. Tu peux pas, si Dieu est la perfection, tu ne peux pas ajouter quelque chose à la perfection, parce que sinon il serait imparfait. Donc Dieu est parfait. Fait que là, Parménide, là, lui, il est arrivé à quel moment, Parménide? 500 ans avant Jésus-Christ. Donc lui, ce qu'il disait... C'est tous des philosophes de 500 ans avant Jésus-Christ, ça. Alors lui pensait, puis disait que Dieu était parfait. Chez les philosophes qui l'ont suivi, on retrouve du Parménide, puis on retrouve du Pythagore. Ah, oui. Par exemple, chez Aristote, on parle de l'homme qui est une essence, animal raisonnable qui ne change pas. Cette essence
cette essence ne change pas. On retrouve ça même, on retrouve aussi un peu de Pythagore chez Descartes, qui dit que l'homme est une substance pensante, donc c'est une pensée, mais dans un corps. Alors, donc l'homme est fait d'un âme, d'un esprit et d'un corps matériel, d'un esprit qui ne meurt pas, qui est immortel, qui peut même être stable. Okay. Selon certains théologiens. D'accord. Là, mais un corps qui, lui, est éphémère, immortel. Okay. Alors, on retrouve ça à travers toute la philosophie occidentale. Je vous ai dit tantôt, dans l'autre émission, que mes étudiants, quand je leur demandais que c'était l'être humain, ils m'ont tous dit à peu près la même chose, oui. C'est-à-dire qu'il est composé de deux choses. Alors, c'est du Pythagore, ça. Alors, c'est du Pythagore, puis dans le Pythagore, il y a quelque chose de stable, il y a l'âme. Il y a quelque chose de Parménide. Alors, dans la philosophie occidentale, Héraclite, il a été évacué. Héraclite qui affirmait que tout est changement. Alors que chez les sages orientaux, tout est changement. Tout est impermanent. Oui. Il n'y a pas de substance. Une substance, c'est quelque chose qui existe en soi et par soi, qui ne change pas. Chez les orientaux, qu'on soit dans le taoïsme, qu'on soit dans le confucianisme ou qu'on soit dans le bouddhisme, il n'y a pas de substance. Tout est relatif. Tout est impermanent. Il n'y a que le Tao qui est une force impersonnelle. Okay. Là, je vous laisse prendre une petite pause quelques instants parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête. Oui. J'ai beaucoup de questions. Il y a beaucoup de concepts que vous venez de nous parler. Oui. Beaucoup aussi de philosophes. Je reprends l'information en lien avec la religion, entre autres. Alors, ce qui a été quand même important au fil des dernières décennies pour le Québec, entre autres, alors on avait des bases solides. On souhaitait pas nécessairement une vie après la mort, mais il y avait quelque chose de particulier. Elle a été importante, cette religion-là, auprès de nous. Donc, elle fait partie de notre histoire, elle fait partie de notre ADN, même si on souhaite s'émanciper autrement qu'à travers la religion. Oui, ça a été, on faisait référence... Ça a été très important. Oui. On a une tradition judéo-chrétienne, oui. Puis gréco-latine, oui. Puis ils ça s'est marié facilement. Comment il s'appelle, le Constantin, au 3e siècle, au 4e siècle après Jésus-Christ, il était empereur de Rome, puis il s'est converti au christianisme. Alors, la religion a pris la place de tout ce que les Romains avaient inventé. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, pendant tout le Moyen Âge, ce n'était que la religion qui était l'autorité suprême. C'était plus le droit. C'était plus le droit des hommes, c'est le droit de Dieu. Donc, dans notre recherche puis dans notre quête, M. Sénécal, de vérité, parce que c'est un peu ça aussi, la réflexion en lien avec la philosophie, puis en tant qu'être humain, on souhaite chercher puis être à la quête d'une vérité, bien, notre religion nous a permis d'asseoir ces préceptes-là de vérité. Donc, c'était rassurant pour nous. Oui, absolument. C'est très important. La religion chrétienne, qui a pris plusieurs variantes, le catholicisme, le protestantisme à la suite du 15e siècle avec Luther et Calvin, mais c'est toujours des chrétiens, même s'ils sont protestants. Ils ne sont pas papistes, mais ils sont chrétiens. Le christianisme a eu énormément d'importance. On peut dire que les valeurs européennes, dans le fond, c'est des valeurs chrétiennes. Oui. À ce point. Puis ça, c'est vrai jusqu'à tout récemment. Jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire, il y a peut-être une trentaine, une cinquantaine d'années, on a commencé à voir moins le protestantisme en Angleterre, puis dans les pays luthériens, ça s'est effrité. Le catholicisme aussi s'est effrité. Alors, jusqu'à tout récemment, on était tous des croyants pratiquants. Et ça, dans une société,
c'est rassurant parce qu'on a parlé de notion de pouvoir un peu, parce que la religion et les entités, l'Église avaient aussi du pouvoir Oui, beaucoup. sur le Beaucoup, Québec, beaucoup, beaucoup. sur toutes Beaucoup, nos beaucoup. entités, sur nos villages. Oui, oui, oui. Donc, ça, c'était hyper important. Donc, est-ce que, puis là, c'est une question un peu particulière, mais est-ce que le fait de ne plus avoir ces entités-là qui nous guident vers la vérité en Occident nous amène vers quelque chose qui n'a pas d'allure, qui n'a pas de bon sens? Est-ce que c'est le fait qu'on n'ait plus de religion sur lequel s'asseoir nous amène vers quelque chose d'épeurant? Vous avez raison. C'est-à-dire qu'avec la religion qui disparaît, il y a des valeurs qui peuvent disparaître, dont la morale disparaît aussi. Puis aujourd'hui, on s'en rend compte, ce qui a remplacé la religion, dans le fond, c'est le centre d'achat, c'est-à-dire la consommation. Être heureux, le sens de la vie, c'est d'avoir. Okay. Alors qu'avant, avec la religion, c'est d'être un bon chrétien, c'est de gagner son ciel, c'est de mériter ce qu'on a, si on était protestant, par exemple, c'est de mériter notre richesse, parce qu'on a travaillé fort. Il y avait donc une éthique de travail chez les protestants. Chez les catholiques, c'est un peu différent, mais dans tous les cas, parce qu'on était chrétien, on était guidé par une morale. Alors, cette morale-là disparaît aussi avec la religion. Et on le voit aujourd'hui, les multimilliardaires n'ont plus de morale. Là. Ils s'en foutent du moment que c'est légal. Ça peut être immoral, totalement immoral, c'est pas grave du moment que c'est légal. Alors, on a donc une espèce de vide moral devant soi. Et ça fait partie aussi de la métamorphose dont je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est intéressant, ce vide-là, qu'on va combler parce que l'être humain a horreur du vide, là, M. Sénécal. Moi, je pense que oui. Oui. Moi, je pense que ça va. Donc, ça va vous se avez parlé du centre d'achat, puis on n'est pas en train de dire qu'on veut que la religion revienne. C'est pas ça, là, on réfléchit ensemble. Oui, oui. Et on Il va y avoir quelque chose de plus rationnel que ça. Oui. Bien là, on parle des réseaux sociaux, des gens quand même qui ont des réflexions pertinentes à nous offrir, mais un peu différemment de la religion, parce qu'on s'est tassé de ça, parce qu'on voulait faire autrement, parce qu'on ne voulait pas être ancré justement dans un carcan. Alors, pour l'évolution d'une société, c'est ce qu'on souhaitait, en tout cas. Oui. Tasser un peu le mur de ces religions-là et de cette et de ces religions-là aussi. Oui, puis il y a aussi autre chose, puis je reviens en même temps à ma distinction entre les sagesses orientales et les philosophies occidentales. C'est le moi. Le moi prend beaucoup d'importance ici. L'ego. Oui. Mes besoins. Parce qu'il ne reste plus rien que ça. Il n'y a plus d'entité sociale, il n'y a plus de coopération, il n'y a presque plus de solidarité, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de morale. Alors, on se renferme sur soi-même. Puis finalement, l'ego devient très affirmatif, devient très important. On n'a qu'à écouter, par exemple, à la radio ou à la télévision, les égos s'égosillent, comme je dis. Ça parle tout le temps de moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Alors que dans le monde occidental, dans le monde oriental, c'est plus l'ego. L'ego, c'est une facticité, ça. C'est une facticité sociale. Alors, d'où le choc des idées. Chez les bouddhistes, comme chez les confucianistes, comme chez les taoïstes, l'ego n'est rien. Le moi doit faire partie d'une famille. Exact. Et la famille fait partie d'une communauté. Puis la communauté fait partie d'un État. Alors forcément, ça crée des chocs, ça. Ça va créer des chocs. Ça en crée déjà des chocs. Je pourrais dire qu'au niveau de mon estime puis de mes besoins, là, si j'étais en Orient ou j'étais bouddhiste, là, je serais complètement différente, en tout cas dans ma façon de penser, assurément. Oui. Certainement, vous seriez différent, mais en même temps, je me pose des questions, parce que moi, quand je suis allé à Hong Kong, c'était en 90, je ne suis pas retourné depuis ce temps-là, mais ça a changé le monde depuis ce temps-là. Ça fait 30 ans, 35 ans même. Alors, ça a changé le monde, puis la mondialisation a changé les choses. Puis quand je dis mondialisation, ça veut dire aussi globalisation, ça veut dire américanisation, puis consommation, puis libre-échange. Alors j'ai l'impression que, je ne sais pas maintenant, mais est-ce que les Chinois font encore la fête des ancêtres? Est-ce que c'est encore important? Ou si c'est pas devenu, comme ici,
l'affirmation de soi-même par son argent, par son pouvoir C'est personnel. aussi un choc des idées pour eux, là, assurément. Ben oui, c'est un choc oui, ça, pour eux autres, c'est Tout à entendu. fait. OK. Puis, il y a d'autres choses aussi que je pourrais vous parler aussi simplement de... Oui. Quand on connaît la connaissance, ça c'est une autre chose importante ça aussi. Quand on connaît, dans la philosophie occidentale, dans la nôtre, là, tous les philosophes sont d'accord pour dire que quand on connaît quelque chose, il faut que le je se distingue de l'objet qu'il connaît. Et le je, dans une certaine façon, ne peut jamais devenir... le je ne peut jamais devenir un objet de connaissance. Il s'apprend toujours un je. Même quand je dis « je me connais dans « je me connais », il y a quand même un « je » qui est différent du « je » que tu connais. Il y a toujours une distinction. Le « je » est irréductible d'une certaine façon. Ça veut dire que je suis capable de prendre du recul pour un peu analyser. Tu ne pourras jamais arriver à connaître ton « je ». Ton jeu, dans toute connaissance, il y a une dualité. Donc, il y a toujours un sujet connaissant et un objet. Alors que chez les Orientaux, c'est pas ça. La connaissance, c'est pas un jeu puis un objet. C'est pas un sujet puis un objet. C'est un éveil. Okay. C'est une intuition. Tu connais la chose un peu. Tu fais une immersion dans la réalité. Tu te fonds dans la réalité. Puis là, tu saisis intuitivement les opportunités, les événements. Un peu comme une goutte d'eau dans l'océan. Ouais. Alors qu'ici, le jeu est différent de l'objet, le sujet est différent de l'objet. Là-bas, c'est confondu. Ça aussi, c'est très important dans la manière de connaître les choses. Tout au long de l'histoire, la science mais j'appelle même pas ça la science, le savoir. Plutôt, c'est encore plus confus, le savoir chinois était pragmatique, c'est-à-dire que c'était par des expériences. C'était par des expériences et non pas, il n'était pas théorique. Alors qu'ici, il est plus théorique il est aussi empirique, mais surtout théorique. Là, vous avez parlé tout à l'heure du mot impermanent. Oui. Alors, pouvez-vous m'expliquer ce que c'est? J'ai fait des petites recherches. Moi, je suis allée chercher des synonymes. Mais vous avez exprimé que chez les Orientaux, tout est impermanent. Donc, ça veut dire que ça se transforme, vous l'avez nommé, que c'est toujours en mouvance et en changement, d'où le flou, justement, aussi. Donnez-nous un peu plus de détails concrets sur ce que c'est qu'être impermanent. Un corps est impermanent. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de substance. Une substance, c'est quelque chose qui existe en soi et par soi. Par exemple, on dit un arbre, ça existe en soi et par soi. Pour un sage, l'arbre change, l'arbre se transforme. L'arbre, c'est plus qu'un arbre. L'arbre, c'est un paquet de molécules. Il y a des parasites, il y a des bébites, il y a des insectes, il y a des champignons. L'arbre n'est pas qu'un arbre, c'est un tout. C'est un tout changeant. C'est un tout impermanent, justement. Mais pour les Occidentaux, ben, l'arbre pourrait être un objet, un espace pour, par exemple, éviter que j'ai trop de soleil sur moi. On pourrait-tu le dire comme ça? Pour les Occidentaux? Bien, pour les Occidentaux, on va l'utiliser pour être un objet, pour me servir à moi et mon ego. Dans la philosophie occidentale, oui, on va plutôt avoir tendance à faire des classements. Il y a des arbres, ça fait partie du règne végétal. Il y a maintenant un champignon, qui est un autre règne. Tu as le règne minéral, tu as le règne animal. Dans le règne animal, tu as des vertébrés, tu as des invertébrés. On a tendance à classer. Okay. Alors que chez les Orientaux, à cause justement de l'impermanence des choses, on ne voit pas, on ne classe pas les choses. Okay. Parce qu'elles sont toujours en état de changement. C'est pourquoi ils vont parler plutôt du taoïsme. Le Tao, c'est très important. C'est difficile à dire. Ça ne se définit pas. Okay. C'est une force impersonnelle, indéfinissable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les sages japonais ne font pas de métaphysique, parce qu'ils aiment bien avoir des réponses. Alors, quand ils disent que c'est le Tao,
Ça veut dire, bon, Ça justifie. c'est le Tao. OK. C'est une force innommable. OK. Innommable. Une force. OK. C'est une force, cependant. Puis cette force-là, elle est équilibrée par le yin et le yang. Ah oui. Le Tao, c'est équilibré par le yin et le yang. Alors, on voit tout de suite la relativité. Oui. Il n'y a pas de yin sans yang. Il n'y a Donc, pas de c'est un yang sans yin. équilibre ou C'est un équilibre. OK. Mais des fois, l'équilibre est instable. OK. Puis d'ailleurs, l'équilibre est toujours instable. Il n'est jamais stable. Parce que s'il était stable, il ne bougerait plus, il deviendrait parfait. Ouais. Ça serait plus le Tao. OK. Alors, voyez-vous, c'est une manière de voir les choses qui est totalement différente de notre manière. Nous, on est portés plutôt à classer les choses, à les diviser, à les catégoriser, alors que les autres, au contraire, ils voient des rapports, des multiples relations, à tel point que on affirme qu'il y a de l'impermanence. Une autre chose aussi importante dans les distinctions, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, c'est la notion de liberté. Intéressant. Ça, la liberté, c'est important. Oui. Parce que notre liberté à nous autres nous vient de la volonté libre. Je vais vous faire une petite dérive, une petite parenthèse ici. Allez-y. Là. Parce que chez les Grecs, la liberté n'existait pas. C'est fondamentalement religieux, ça, la liberté. Être libre de ses pensées, de C'est parce qu'on a une volonté. La volonté, qu'est-ce que c'est? C'est le désir de l'âme. Oh. C'est le désir de l'âme. C'est très proche de la théologie de Saint-Augustin. La volonté, c'est le désir de l'âme, et ce désir-là, la volonté de l'âme, est libre. Je peux choisir le bien ou le mal. C'est grâce à mon libre arbitre, qu'on appelle, c'est grâce à mon libre arbitre, si je fais le mal ou le bien. Alors, en toute conscience avec mon âme. En toute conscience avec mon âme. Oui. Or, les sages orientaux n'ont pas cette distinction-là. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de corps. L'homme est un tout. Ils ne sont plus dualistes, ils sont monistes. On fait un tout, impermanent, changeant. Donc, pour eux autres, il n'existe pas de liberté. La liberté n'existe pas. Ce qui existe plutôt, c'est la libération. On doit se libérer de nos dépendances. On doit se libérer de nos... Ça, c'est très fort chez les hindouistes, notamment. Chez les hindouistes, on retrouve ça. Chez les bouddhistes aussi, on retrouve ça. Tu sais, chez les bouddhistes, l'octuple sentier, je vous fais grâce des détails, là, l'octuple sentier qui repose sur... qui est un enseignement, dans le fond, qui est un enseignement qui nous montre comment atteindre le bonheur. Oui. Bien, tu fais atteindre le bonheur, justement, parce que la vie est difficile. La vie est difficile parce que tu désires ce qui est non naturel et non... un peu comme chez Épicure. Puis, en même temps, tu dois t'en libérer. Tu dois te libérer de ces déterminismes-là. Alors, la liberté, pour les orientaux, c'est une libération. Il faut que tu te libères de toutes tes dépendances. Et on trouve ça beaucoup en Inde, et chez les bouddhistes aussi, des gens qui vont complètement se détacher de la société, qui vont vivre comme des itinérants, qui vont vivre ou encore comme des moines, dans des choses très simples. Autrement dit, ils ne veulent plus vivre ce qu'on appellerait d'autres la vie séculière ou la vie laïque ou la vie normale. Ils vont vivre seuls ou ils vont vivre ensemble, toujours dans le but de se libérer des fardeaux, des déterminismes, des dépendances de toutes sortes qui nous viennent de la société. Alors, autant la liberté chez les Occidentaux repose sur une théorie de l'âme, une volonté, autant chez les Orientaux, ça repose sur une disparition, une évacuation de nos dépendances. Vous voyez? On n'insiste pas sur les mêmes choses. Là. Exact. Ici,
encore aujourd'hui, on parle du libre arbitre. Oui. Pourtant, c'est une notion de théologien. Tu sais, on devrait plutôt parler de liberté, d'après moi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour, mais d'après moi, la liberté, c'est un peu nos performances. L'oiseau est capable de voler parce qu'il y a des ailes. Nous, on est capable de... On est des êtres humains parce qu'on est capable de réfléchir. Notre réflexion, c'est notre outil le plus important qui nous distingue. Alors, voler de ses propres ailes, dans le fond, c'est de faire fonctionner sa réflexion. Alors c'est pour ça que la liberté aujourd'hui, moi, quand je la conçois personnellement, je la conçois comme quelque chose d'une libération. Tu sais, je me libère de mes dépendances pour pouvoir réfléchir le plus clairement possible, avec le plus de lucidité possible. Et pensez-vous... Alors, je suis un petit peu oriental là-dessus, Oui. là, quand je parle de liberté. Parce que je n'aime pas du tout ce qu'on appelle le libre arbitre, puisque je considère que nous sommes un tout. Je ne vois pas la distinction entre mon âme et mon corps. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui faisait de la... Comment ça on appelle ça? De la méditation. Oui. Il faisait de la méditation, il était assis en lotus. C'est un bouddhiste. Il était lama. C'était un lama bouddhiste. Puis je posais la question comme ça, tranquillement, simplement. Quand tu fais de la méditation comme ça, avec ton corps assis, tes jambes croisées, où est ton esprit? Ben, il m'a répondu, mon esprit a les jambes croisées. Ah oui. Alors pour lui, il n'y a pas de distinction Entre l'esprit et le corps. Entre l'esprit et le corps. Oui. Moi, je vois un peu les choses de cette manière-là. C'est pour ça que le mot liberté, je le vois comme une libération de nos dépendances et non pas comme étant une force de ma volonté distincte de mon corps, de mon âme. Parce que la liberté, chez nous, dans le monde occidental, c'est d'abord et avant tout la liberté de l'âme, la liberté de notre esprit. Alors que moi, je ne vois pas de distinction entre les deux. Mon corps est spirituel. OK. On a parlé de spiritualité, on a parlé de religion, Oui. on a parlé des orientaux, les occidentaux, la façon dont on voit certains préceptes là, au niveau temporel. Pensez-vous qu'à Bécancour ou ailleurs, on est des gens assez libres? Vous avez parlé de liberté. Croyez-vous qu'on est des gens libres? C'est une grosse question, là. Moi, sans parler de Bécancour, mais je dis que, Ben, de manière générale, Nicolette, je dis que le monde occidental, en général, dans les MRC là, qu'on côtoie. là, je ne peux pas parler du monde oriental parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas fréquentés, Oui. mais je suis presque convaincu qu'ils sont contaminés comme nous. Oui, vous pensez ça? Oui, je pense qu'ils sont contaminés Ouais. comme nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas de liberté puisqu'on est dépendant de la propagande, de la publicité. Oui. Moi je ne fais pas de distinction entre publicité et propagande. La publicité, c'est une propagande, c'est un marketing. Puis le marketing nous trompe à 98% dans 98% des cas. Alors, malheureusement, on a beau parler de liberté, mais je trouve qu'il n'y en a pas. On a des belles dépendances. Vous parliez du centre d'achat tout à l'heure. Là. La consommation peut C'est être ça. des belles dépendances. C'est ça. À partir du moment où on est conscient que ça répond à un besoin et qu'on essaie de la modérer. Mais le besoin en question, le besoin nous vient de la publicité. Vous pensez ça? Ah, ben oui, pas Ben du oui, temps. je vous crois, je vous crois. Ben oui, c'est bien sûr. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir des 4x4, là. On n'a pas besoin d'avoir des VUS. On n'a pas besoin d'avoir non plus des véhicules, enfin du luxe. Je remarque à la télévision ou dans les séries de quelle manière les gens de quelle manière ils vivent. Oui. De quelle manière ils vivent de manière générale, mais ils vivent, on vit tous pareil. On vit tous, parce qu'on a tous passé par
la même mode, les mêmes centres d'achat. Ouais. La mode change en fonction de l'obsolescence qui est programmée. Ouais. C'est programmé par ceux qui veulent faire de l'argent. Puis ceux qui veulent faire de l'argent sont pris avec des déterminismes qui sont les leurs, qui veulent avoir toujours de plus en plus de pouvoir et qui mettent un peu la morale de côté et qui mettent la population de côté aussi. La population, on s'en fout du moment qu'on fait de l'argent. Alors, c'est pas Jojo ce que je vous raconte là, mais moi je dis que nous ne sommes pas libres. Puis la démocratie actuellement, je ne sais pas comment ça se passe en Chine, je ne sais pas comment ça se passe en Inde pour le moment, mais ici, la démocratie, c'est une croix à tous les 4 ans. Alors, entre-temps, on ne réfléchit pas beaucoup, on ne débat pas beaucoup. Puis quand on débat tout le temps sur des petits problèmes qui ne sont pas des projets de société, qui sont des gestions quotidiennes, qui relèvent de la gestion quotidienne, là. Par exemple, on parle beaucoup de ce temps-là, avec raison, bien entendu, des inondations, mais heureusement qu'on a des inondations, parce que ça cache justement l'absence de projets collectifs qu'on a. On n'en a pas de projets collectifs. Alors, tout donc, ça... le collectif, en fait, les Orientaux, le collectivisme était... On n'est pas en train de dire que les Orientaux sont meilleurs que nous autres. Non. Là. On réfléchit ensemble, mais le collectivisme était un peu plus important. Dans leur tradition, oui, en tout cas. Dans leur tradition. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais dans leur tradition, c'est-à-dire depuis 2000 ans, leur tradition était plus communiste, entre guillemets, ou communautariste que nous. Nous, on avait plutôt tendance à s'individualiser, à mettre notre âme comme étant le bien à sauver, à sauver notre âme pour qu'elle vive un paradis éternel. Alors, c'était comment je disais ça, des rêves individuels, alors que chez les Orientaux, c'est plutôt des rêves collectifs, de manière générale. Là. Et on s'attachait justement un petit peu moins aux objets dans le fait de, bon, vous avez parlé de Bouddha tout à l'heure, le bouddhisme, aux gens, être capable la notion de temps aussi était un peu différente? La notion de temps est différente certainement, puisque tout est impermanent, le moment présent devient extrêmement important. Oui. Alors que nous autres, c'est plutôt... enfin, ça dépend. Nous autres, en tant que... Ça dépend à quelle année on se place, là. Mais c'était longtemps un salut. Le temps, on était de passage sur Terre. Oui. Puis, il fallait sauver notre âme. Le temps aboutissait à un salut de soi-même. Alors que chez les Orientaux, puisqu'il n'y a pas de paradis, puisqu'il n'y a pas de vie après la mort, bien, c'est le moment présent qui compte. Alors, le temps change aussi. Ça aussi, c'est un choc des idées de manière traditionnelle. Comme je vous le dis, aujourd'hui, c'est différent à cause de la globalisation, à cause de l'américanisation. Puis, puisqu'on parle d'américanisation, c'est sûr qu'il y a un déclin démocratique aux États-Unis, il y a un déclin politique aussi aux États-Unis, puis paraît-il qu'il y a un déclin militaire, malgré qu'il y a beaucoup de bases militaires, mais il y a cependant aux États-Unis un empire culturel extrêmement important, puisqu'on passe des films, puis les films et la culture, dans le fond, que ce soit le théâtre, la musique, la chanson, elle est déterminée par des critères, des bases, des balises américaines, hollywoodiennes plus précisément. Alors, autant ils ont perdu au niveau politique, ils sont devenus extrêmement puissants du point de vue culturel. Oui. On parle l'anglais à travers le monde, puis parler l'anglais, dans le fond, c'est de s'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde parce que le monde devient homogénéisé d'une certaine façon, uniformisé par une culture qui est la culture hollywoodienne, américaine. Là, je vous parle, j'ai en tête là, Expo 67.
Étiez-vous là, vous? Oui. Oui. Peut-être que nos téléspectateurs, téléspectatrices aussi ont participé Oui, à oui, Expo. j'étais là. Donc, moi, j'étais pas là, mais je m'en suis fait parler d'Expo 67 parce que vous parlez d'américanisation et tout ça, d'ouverture vers le monde. Donc, c'est des philosophies différentes. Bien, c'était une ouverture, dites-moi là, si je me trompe, mais est-ce que c'était justement une ouverture vers le monde et de voir qu'est-ce qu'on mangeait ailleurs, à quoi on pensait ailleurs, qu'est-ce qu'on consommait aussi ailleurs? Les hommes, les femmes, bon, peut-être pas les religions, mais qu'est-ce qu'on était comme identité ailleurs? Oui. Alors, ce qui fait que, sans penser que c'est Expo 67 qui nous a fait vivre Wow, différemment, puis qui a fait sortir la religion du Québec et tout ça, c'est pas ça, mais il y a eu quand même une ouverture vers le monde. Oui, oui. Il y a Quand eu... on parle de choc des idées Oui, là, entre oui. l'Orient et l'Occident, vous avez raison. je pense à cet événement-là. Est-ce que je me trompe? Non, 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 c'est vrai. On s'est ouvert à la diversité. Oui. Mais à cette époque-là, il y avait une confrontation entre l'Union soviétique et le monde américain, le monde libre qu'on appelait et le monde communiste. Mais malgré cette confrontation-là, puis c'était très clair sur le terrain, terre des hommes, c'était très clair à cause des deux grands monuments qui se faisaient face, avec le pont de la Concorde entre les deux. Il y avait cette confrontation-là, mais malgré cette confrontation-là, il y avait quand même beaucoup de diversité. Puis, effectivement, on a connu par la suite beaucoup de gastronomie étrangère, avec le plaisir qui vient avec, là, beaucoup plus de cuisine japonaise, même aujourd'hui coréenne, libanaise, grecque. Mais n'empêche, chinoise, bien entendu, n'empêche qu'aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques, que la cuisine la plus répandue, c'est la cuisine américaine. C'est bien pour le dire. Oui. Puis ça, c'est vrai en Chine. C'est-à-dire, des McDo, il y en a partout. C'est entendu qu'ils vendent des choses chinoises, mais ils vendent aussi des hamburgers. Oui. Oui. Alors, c'est la cuisine américaine qui est la plus vendue au monde, qui est la plus achetée, la plus consommée au monde. Alors, malgré la diversité. Mais je me pose justement cette question-là, encore une fois. Notre civilisation est en pleine métamorphose. Cette métamorphose va tenir compte obligatoirement de la diversité, mais le danger, est-ce que ce ne serait pas une uniformisation? C'est ça. Moi, j'hésite entre les deux. Est-ce qu'on va vers plus de diversité ou vers plus d'homogénéité? Je me pose des questions. Ça, c'est dans l'avenir, c'est dans les 50 prochaines années. C'est très intéressant, par exemple, en se disant, est-ce qu'on est mieux d'être un peu uniforme et fort, puissant ensemble, ou d'être un peu différent? Parce que, là, je ne veux pas faire trop de politique, mais la politique trumpiste veut être indépendant, donc tous les États un peu plus indépendants. Alors ça, c'est une vision, hein? Puis une vision, des fois, un peu plus socialiste. Oui, il y a une vision. Par exemple, on insiste beaucoup aujourd'hui, les partis de droite, on les appelle de même maintenant, les partis d'extrême droite, ont tendance à vouloir conserver la tradition, ont tendance à vouloir conserver ce qu'on appelle leur nation. Oui. Ils sont nationalistes, mais il y a aussi une idéologie post-nationale ou multiculturelle où on insiste beaucoup sur la diversité. Alors, mais même là, la diversité, c'est quoi? Est-ce que c'est la diversité à l'intérieur d'une nation ou ce ne serait pas la diversité à travers le monde grâce à l'émergence des nations? Alors, ça dépend des points de vue. Quand on parle de diversité, on parle de quoi exactement? C'est pas clair. Ici, au Québec, quand on parle de diversité, on parle de diversité culturelle, au Québec. On dirait, oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler de diversité à travers le monde où les nations pourraient avoir leur identité propre, leur progrès, leur façon, leur habitude, leur tradition et l'épanouissement de leur tradition, ou si on ne va pas plutôt vers une sorte d'uniformisation où les traditions nationales sont de moins en moins évidentes, mais où les diversités à l'intérieur des nations prennent de plus en plus d'importance. Alors, voilà
le changement qui s'en vient, là. Puis ça, c'est un choc des idées. Non plus un choc des idées à travers Est-Ouest, mais un choc des idées partout où on se retrouve, dans n'importe quel territoire géographique, politique. Tu sais. Alors, on peut penser qu'on est un peu dans un flou de réflexion, mais d'identité terrestre, ou dans une identité en général dans le monde, là, parce qu'on est si proche, finalement, des Occidentaux, là, des Orientaux. On est proche des gens qu'on pensait, mais avant, très, très loin de nous. Mais maintenant, on consomme le même McDo, à peu près, là. On consomme? On consomme le même hamburger chez McDo. Oui. On consomme le même hamburger chez McDo. Il y a une uniformisation, homogénéisation, mais en même temps, il y a des diversités précises, là, comme par exemple, je vais vous donner des exemples simples. Ici au Québec, là, bon, il y a une majorité de francophones, mais il y a aussi des Libanais, il y a des Asiatiques, il y a des Latinos, il y a des Qu'on Noirs, reçoit beaucoup aussi dans les MRC de nos téléspectateurs. Oui, il y en a beaucoup. Puis, il y a eu un temps, il y a eu une époque, quand je vivais à Montréal, par exemple, où je pouvais parler à un chauffeur de taxi, par exemple, qu'il soit libanais, qu'il soit noir, qu'il soit chinois, asiatique. J'aimais ça, il me posait des questions, puis j'aimais ça, il me disait d'où il venait, puis il me disait, ben moi, je suis déjà allé dans votre pays, puis on échangeait beaucoup. Vous venez du Mali, ben justement, j'ai passé par là. Il y avait une curiosité. Il y avait une curiosité. Mais maintenant, quand on fait affaire à une personne qui d'une autre nationalité, qu'on voit... on n'ose plus se poser lui poser des questions. On se censure. On se dit, il ne faudrait pas l'offenser. Il ne faudrait pas... Parce qu'elle fait partie d'une identité, d'une diversité, elle est différente. Oui. Puis il ne faudrait pas que je l'offense dans cette différence-là. Alors, il y a ça aussi aujourd'hui qui est devenu très, très à la mode, le droit d'être offensé. On ne peut plus dire n'importe quoi à n'importe qui parce que on n'est plus tous des humains. On est des humains noirs, des humains latinos, des humains asiatiques, ainsi de suite. T'sais. Alors ça aussi, cette diversité-là est un signe de métamorphose. Ça peut être aussi peut-être un homosexuel, peut-être une trans, peut-être une ancienne femme qui est devenue un homme. On ne sait pas. Binaire, non-binaire. Ça aussi, c'est des signes de métamorphose. Oui. Il y a un changement là, qui se crée. Là. Puis, est-ce que ce changement-là est une mode éphémère ou si ça va s'incruster ou si ça va devenir plus profond, plus important? Est-ce qu'on ne devrait pas changer profondément nos habitudes, nos approches? Est-ce que le droit, par exemple, de ne pas offenser va devenir un droit aussi important que de celui de s'exprimer? Oui. Alors, ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, j'ai des réponses en tête en me disant, j'allais dire, je peux être membre de la FADOC pour ne pas dire mon âge nécessairement, là, mais j'ai envie de cette société-là un peu plus inclusive. Bon, parce qu'elle me parle davantage, parce que je trouve ça intéressant. Vous disiez tout à l'heure, on a de la difficulté à interpeller les gens d'une autre, qu'on peut qualifier d'autres nationalités. Des fois, moi, je suis dans un groupe avec des étudiants justement qui ont changé d'identité. Je le vois pas toujours. Donc, je pense que je suis dans une ouverture assez grande pour dire, bien, finalement, il y a des gens qui sont métis, des gens qui sont arabes, des gens qui, dans ma classe, mais je ne les vois pas de cette façon-là. Je les vois comme des étudiants qui viennent dans ma classe pour faire des apprentissages. Alors, je pourrais, naïvement, faire un écart en me disant, bien, c'est des Québécois comme n'importe qui. La couleur de la peau, parfois, là, dans ma perception, je ne la vois pas.
Je Ouais. ne la ressens pas et je n'ai pas le goût nécessairement de la qualifier ou de la préciser en disant, mon Dieu, c'est un étudiant de telle couleur, un étudiant, ou, par exemple. Alors, je suis dans l'inclusion davantage, mais ça, c'est un changement important dans notre Oui, société. là, vous venez de dire le mot inclusion. Oui. Inclusif, inclusive. Oui. Moi aussi, je suis pour ça. Oui. J'inclus tout le monde. Oui. Mais qui exclut qui? Oui. Il n'y a personne. On ne Exact. s'exclut pas. Oui. Moi, je n'ai jamais exclu Exclu personne. personne, oui. Et tout le monde fait partie de mon espèce, Oui. puis tout le monde fait partie de mon territoire. Exact. Alors, c'est pour ça que je suis toujours inclusif, dans Oui. le fond. C'est pas nouveau, je ce sais mot-là, pas pour si- vous. Vous avez toujours été comme Ben, ça. il est nouveau dans le sens qu'il prend de l'importance, il prend une importance politique, Ouais. mais l'exclusion, ça existe-tu? Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a eu dans le passé du racisme, Oui. c'est sûr qu'il y a eu de l'homophobie. Oui. C'est entendu, mais personnellement, j'ai jamais été homophobe, j'ai jamais été raciste. Au contraire, tu sais, j'aimais parler aux gens qui étaient différents parce que je me dis, c'est des êtres humains, puis dans l'espèce humaine, il y a tellement de différences. Puis c'est un cadeau, c'est des cadeaux Exact. dans le fond. C'est des privilèges. Comment je dirais bien ça donc? C'est une richesse. Oui. C'est une richesse d'avoir. Supposons que. Moi, des fois, je pense à ça. Il nous reste 30 secondes quand même, fait que dans cette belle Oui, inclusion-là. et supposons que je suis sur une autre planète. Oui. Puis que j'ai affaire à des êtres complètement différents de Oui. moi. Puis que je vois tout à coup un Arabe loin. On va sauter dans les bras. Oui. Parce qu'on dit, on vient de la même planète. Oui. On est des êtres humains. Bien, on va terminer sur ces bons mots-là. Alors, peu importe notre origine, peu importe notre couleur, peu importe notre sexe ou notre identité, soyons en réflexion ensemble. Je pense que ce sera aussi très, très heureux. Merci encore une fois, Ça me fait plaisir. Jacques Sénécal. Au plaisir et à bientôt.
chemise était poudre, le plus beau des bleus. Et l'amour est le numéro 32. Aux côtés de Delano et de Jeff Acero, il a fait vibrer tous les fans des expos. Entre chaque lancé, les pieds prend son temps. Sa balle rapide avait toujours du mordant. Dennis porta la moustache tout au long de sa carrière. 3999 manches et le tiers. Gazon naturel, surface synthétique. Il a défié Jeff Bagwell au stade olympique. Et jamais il ne recule. Oh, est-ce qu'on était bien de le voir au monticule? Il chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Il chic, 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 c'est à moi. Chic, 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 c'est à moi. Chic, 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 chic. Championnat de la World Series, il a cumulé plus de 2000 retraits sous les prises. Il maîtrise tous les lancers tels que sa balle tombante, la rapide, la courbe et même la glissante. La sauce tenante, un athlète normal. Le Nicaragua au complet en est fier. En 91, c'était le 28 juillet. El Presidente lance à un match parfait. Qui l'aurait cru, aucun frappeur sur les buts. Non personne sous les coussins, pas des rondis de poing. 27 frappeurs retirés par El Presidente. Le lanceur des expos est devenu El Perfecto. Il chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Il chic, 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 c'est à moi. Chic, 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 c'est à moi. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic.